Oui. Je vous vois passer notre partie. Où je viendrai. Ça sera plus facile. Comme ça, on reste quand même. Ouais. Je ramènerai un casse-tout. Et on était sur mon fils à moi avec mon nom, et pour Mathieu, donc, en 20 petits messages sur le côté. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Là, tu coupes le micro. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Encore. Je pense qu'on peut commencer. Christophe, tu prends la parole. On y va? Oui. Alors, bonjour à tous et à tous. On va laisser rentrer tranquillement les gens qui ont un tout petit peu de retard. Je me présente donc Christophe de Cohen, médecin coordonnateur de la structure régionale d'appui pour l'ARS Hauts-de-France au niveau de la sécurité et qualité des soins. Merci à toutes et toutes de vous être inscrits et d'avoir rejoint ce webinaire sur l'identitovigilance. Je vais tout d'abord excuser les représentants de l'ARS qui n'ont pas pu se joindre à nous, notamment Monsieur Emmanuel Guibert, qui était retenu. Je vais également remercier, parce que ce webinaire est un vrai webinaire issu d'une collaboration entre plusieurs structures qui travaillent pour l'ARS. Et donc, je vais remercier Santé Numérique, je vais remercier également l'Omedit qui va vous présenter ses réflexions sur l'identitovigilance, et également le Centre régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle qui nous accompagne aujourd'hui également sur ce thème. Alors, pourquoi l'identitovigilance et pourquoi un mois de l'identitovigilance actuellement dans la région des Hauts-de-France? Tout d'abord parce que si l'identitovigilance n'est pas un soin en lui-même vis-à-vis des patients, c'est une clé majeure de la réalisation d'un soin en sécurité. Sans identitovigilance, il est impossible de soigner correctement ces patients dans tous les sens du terme et sur tout le périmètre du soin. Cette identitovigilance est d'ailleurs retrouvée de nombreuses fois dans les événements indésirables graves qui sont envoyés à l'ARS. Ils sont également retrouvés dans les événements indésirables qui ne sont pas déclarés ou les presque événements où très souvent on retrouve la participation d'une erreur d'identité à la réalisation de l'événement. Cette identitovigilance et ce mois d'identitovigilance, il est également sous-tendu par l'arrivée depuis maintenant environ un an d'un nouveau référentiel d'identitovigilance en France, qui est la loi désormais expliquant la manière de gérer l'identité des patients. Tout ça pour permettre un seul lien unique seul et unique pour le patient, qui va être rattaché à son numéro d'identifiant en santé, qui est, même si ce n'est pas un bon terme et même s'il ne faut pas employer ce terme-là, le numéro dit de sécurité sociale. Tous les événements qui vont se rapporter aux patients vont être rattachés à ce numéro d'identifiant en santé et vont permettre ensuite simplement d'échanger, grâce à ce numéro d'identifiant en santé, les données du patient en faisant fi des problèmes de majuscules, tirets, apostrophes, premier nom, deuxième nom, troisième nom. Donc, il est important que tout le monde prenne conscience des nouvelles règles
de façon à ce que l'échange de données entre les différents prestataires de santé puisse avoir lieu sur ce numéro d'identifiant de santé. Je vous remercie tous de vous être donc connectés. Je vous remercie également d'aller voir les pages qui ont été faites soit sur l'ARS, soit sur Santé Numérique, soit sur le RSQR, qui rapportent l'ensemble des événements pour ce mois d'identito-vigilance, où il existe donc des webinaires. Il existe aussi un petit outil de visio Geniali qui vous permet de retrouver l'ensemble de ce qui va être dit aujourd'hui sous forme relativement ludique et donc qui peut être diffusé dans vos établissements. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste encore 2 webinaires le 28 septembre et le 1er octobre. Un webinaire qui sera plus à l'usage des administratifs et notamment des bureaux d'entrée. Et un deuxième webinaire qui sera, comme celui-ci, plus en direction des soignants. Je vous remercie, bon webinaire, et je laisse la parole à Santé Numérique. Refaire un petit point juste avant que l'enregistrement que le webinaire est enregistré. L'idéal va être, je pense que pour que tout le monde ait un bon flux, de couper les caméras et surtout pensez à couper vos micros pour éviter les interférences. Si vous avez besoin de prendre la parole, utilisez plutôt le chat, hein, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux, après on risque de se perdre un petit peu. Et puis, le support vous sera envoyé à la suite du webinaire. Voilà, bon webinaire. Donc, bonjour à tous, hein. Je vais me présenter rapidement. Zoé Boudry, donc chargée de mission Identito-Vigilance pour Santé Numérique, qui est assistant à maîtrise d'ouvrage de l'ARS Hauts-de-France. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir pourquoi c'est important finalement l'Identito-Vigilance. On verra par la suite avec l'Omédit et les mauvais vigilances, leur retour d'expérience sur les mauvaises identifications des événements indésirables qu'ils ont pu traiter. On verra ensuite ce qu'il y a de neuf dans l'identito-vigilance, notamment avec l'identité nationale de santé, les pratiques qui sont à uniformiser par le biais du référentiel national d'identito-vigilance, comment est-ce qu'on l'applique dans nos structures, et on verra par la suite l'identification secondaire et le rôle des usagers. Donc, dans cette partie, on va voir pourquoi l'identito-vigilance est importante. Donc, l'identito-vigilance, elle répond à certains enjeux. Le premier étant de s'assurer qu'une seule identité égale un seul patient ou usager. C'est indispensable afin de pouvoir sécuriser la prise en charge de l'usager, de construire des usages numériques sur des bases solides, au cas où on aurait envie, ou alors ça doit arriver quand même souvent, de partager des données de santé d'un patient en particulier avec d'autres structures, qu'elles soient médico-sociales ou sanitaires. Du coup, ça nous permet d'éviter les erreurs médicales et donc d'améliorer le suivi de l'usager. Donc là, on vous a reporté les types d'erreurs ou les événements indésirables qui sont le plus fréquemment rencontrés, avec à côté, du coup, la conséquence que ça peut avoir. Donc, l'erreur la plus commune, c'est tout simplement de faire une erreur dans la saisie des traits d'identité, qu'on vous rappellera par la suite. Donc, si on fait une erreur dans la saisie de ces traits, ça peut créer un doublon ou alors une collision. Si on se trompe ou qu'on crée un doublon, etc., il se peut que finalement, par la suite, il y ait une prescription ou un compte-rendu qui soit rangé dans un mauvais dossier et que donc ça ait des incidences sur le suivi du patient ou sur son traitement qu'il pourrait avoir. Voilà, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et donc par la suite, avec la nouveauté du matricule d'identité nationale de santé, c'est qu'au bureau des entrées, on peut, s'il y a une mauvaise saisie dans les traits, le bureau des entrées peut donner un statut particulier et valider l'identité d'un usager et donc envoyer par la suite simplement la mauvaise identité nationale de santé à d'autres établissements. On peut, ouais, merci.
Du coup, là, on vous a remis des exemples chiffrés. Donc, par exemple, 67% des erreurs en transfusion sont liées à une mauvaise identité, à une mauvaise identification d'un usager, pardon. 13% des erreurs en chirurgie sont liées à une mauvaise identification d'un usager. Et on recense que 50% des usagers portent 6,4% des noms patronymes qui existent le plus souvent. Donc, on vous a remis juste après le nombre de patronymes. Merci. Du coup, on voit simplement que bon, l'étude elle est un peu ancienne, hein, puisque on recense les naissances entre 1891 et 1990. Mais par exemple, pour le patronyme Martin, il y a 228 857 personnes qui portent ce patronyme. Pareil pour le reste, voilà, on voit que c'est quand même des chiffres assez élevés, d'où le fait de faire très attention quand on reporte les traits d'identité que je rappellerai par la suite dans son système d'information. Donc, l'identitovigilance, on la recense, enfin, on l'explique comme étant l'organisation qui permet de fiabiliser l'identification d'un usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, dans l'identitovigilance, on parle d'identification primaire. Donc, l'identification primaire, c'est le fait que lorsqu'un usager ou un patient se présente à l'entrée d'une structure de santé, on lui attribue un dossier, qu'il soit papier ou informatisé, en ayant recensé l'ensemble de ces données qui lui sont propres. Concernant l'identification secondaire, finalement, c'est l'identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, qu'il soit dans le bâtiment A, dans la salle d'attente B, on sait que Monsieur Dupont est dans cette salle et quand on va l'appeler, il va répondre, il va venir, il aura le bon soin. Voilà ce qu'est l'identification secondaire. Du coup, l'identitovigilance, on la retrouve dans l'élaboration de documents de bonne pratique ou de procédures propres à l'établissement dans lequel vous travaillez. Donc, ça peut être tout simplement, par exemple, juste une fiche mémo du rappel des traits d'identité qui sont nécessaires pour créer une identité. On la retrouve également au travers de formations et de sensibilisation et à travers la gestion des risques, en évaluant les risques et en analysant les événements indésirables, et en évaluant également, du coup, les pratiques et la compréhension des enjeux par l'ensemble des acteurs qui ont été formés ou sensibilisés. Donc maintenant, je vais laisser la parole à l'OMEDIT et au comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance pour qu'ils vous fassent un petit retour d'expérience sur des erreurs liées à une mauvaise identification d'un usager. Bonjour à tous. Mathieu Degraff pour l'OMEDIT. Donc, je suis pharmacien hospitalier à l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Je vais être rejoint par ma collègue Isabelle Carpentier. Je vais mettre mon masque. Bonjour. Hop, c'est bon. Alors, nous allons vous parler du lien entre l'identitovigilance et les erreurs médicamenteuses. Et nous allons vous donner quelques cas marquants. Alors, tout d'abord, pour vous expliquer, à l'OMEDIT, sur la base du volontariat, nous recueillons les erreurs médicamenteuses. Donc, chaque année, les établissements de santé nous envoient, s'ils le souhaitent, des déclarations d'erreurs médicamenteuses. Donc, ce sont des erreurs médicamenteuses qui vont de ce qu'on appelle les presque erreurs, qui n'ont pas forcément atteint le patient, jusqu'à des erreurs qui peuvent être gravissimes pour le patient. Donc, en 2018, nous avons recueilli 2654 déclarations d'erreurs. En 2019, 1884. Alors, nous avons analysé les erreurs médicamenteuses de ces 2 années et nous avons repéré qu'un problème d'identitovigilance avait été à l'origine de 268 erreurs, soit 6% du total de ces 2 années. Alors, quels médicaments sont concernés?
Donc, de nombreuses classes médicamenteuses, dont les médicaments à risque, sont impliquées dans les erreurs liées à un problème d'identito-vigilance. Ça peut être des antipsychotiques, des morphiniques, des anxiolytiques, des antihypertenseurs, des antidépresseurs, des anti-infectieux, des anticoagulants, du potassium, même des anticancéreux, des immunoglobulines, de l'insuline, et donc toutes formes confondues. Donc, ça peut être du pérose, des injectables, des dispositifs transdermiques. Alors, l'erreur d'identito-vigilance va impacter une étape en particulier de la prise en charge médicamenteuse. On peut voir sur ce graphique que, la grande majorité des erreurs d'identito-vigilance vont impacter l'administration. C'est vraiment lors de l'étape ultime, l'étape où le soignant administre le médicament, qu'il va y avoir le problème d'identito-vigilance. Donc, que le médicament va être administré au mauvais patient. La gravité de l'erreur médicamenteuse, lorsqu'elle est liée à un souci d'identito-vigilance, alors on peut voir que c'est majoritairement une erreur significative. Il peut y avoir aussi une erreur majeure, une erreur critique. Là, il n'y a pas eu d'erreur catastrophique avec ces erreurs d'identito-vigilance. Ça peut être aussi des erreurs mineures, mais c'est vrai qu'étant donné que l'étape impactée est principalement l'administration, le médicament atteint le patient, et donc il va y avoir au minimum une surveillance accrue du patient. Donc les conséquences, une surveillance complémentaire qui va être nécessaire, la sortie du patient qui peut être repoussée, un geste technique qui va devoir être décalé, un bilan en urgence à réaliser, l'administration d'un traitement antidote, de la vitamine K, du glucose, du glucagon, ou le transfert du patient dans un autre établissement de santé pour une prise en charge en urgence, par exemple. Le moment de détection de l'erreur, donc c'est comme c'est un peu le corollaire de ce qu'on a vu avant. C'est après l'administration que l'erreur est principalement repérée. Donc le médicament qui vient d'être administré et le soignant qui se rend compte que ce n'est pas le bon patient. Alors, les Never Events, vous connaissez sans doute les Never Events, qui sont 12 événements indésirables qui ne devraient jamais arriver. C'est la liste de la NSM. Et donc, sur ces 12 événements indésirables qui ne devraient jamais arriver, on retrouve sur les erreurs déclarées en 2018 et 2019 concernant un problème d'identito-vigilance, il y a eu 20 erreurs qui impliquaient la notion de Never Events. Donc, il y a eu 18 erreurs lors de la prise en charge de patients traités avec des médicaments anticoagulants. Donc, un médicament anticoagulant qui va être donné à un mauvais patient. Et 2 fois une erreur d'administration d'insuline. Alors, les facteurs contributifs retrouvés, donc ça, ce sont lors de la déclaration des erreurs, on nous a indiqué les facteurs favorisants. Donc, par exemple, les traitements qui sont identifiés par numéro de chambre. Donc, chambre double, patient porte, patient fenêtre, au lieu du nom du patient. Les interruptions de tâches, donc le soignant, l'infirmier qui prépare les médicaments, qui va être interrompu et qui après va faire une erreur. La distribution des médicaments pendant le repas, avec un résident déambulant qui peut avoir accès au plateau contenant les traitements Péros, qui va se servir. Les contrôles d'identité en question fermés, ou pas de contrôle d'identité. Les homonymes, les noms proches. Puis il y a aussi les problèmes, c'est avec le nom d'épouse et le traitement prescrit qui correspond à celui du mari. La prescription orale, la notion de nouvel arrivant, les étudiants, les remplacements, et la notion de transfert patient. Alors, on va étudier quelques cas marquants. Alors, pour le premier, mauvaise identification du patient et médicaments à risque. Donc l'infirmier, l'IDE qui doit effectuer l'injection d'une calciparine 0,4 ml au patient, elle doit l'administrer au patient côté fenêtre,
mais elle se trompe et administre la calciparine aux patients côté porte. Donc ça, c'est les descriptifs qui nous ont été envoyés. Donc la conséquence pour le patient, c'est l'injection d'un anticoagulant. Donc c'est un médicament à risque, c'est un Never Evans. Alors, donc, pour les facteurs contributifs, donc c'est les facteurs qui donc, parviennent au niveau organisationnel, humain, technique, environnementaux. Donc là, on a retrouvé l'identification des patients par le numéro de chambre et leur place, par le numéro de chambre et leur place, donc s'ils étaient au niveau de la porte ou de la fenêtre. Donc les mesures barrières qui auraient pu éviter cet événement, c'est l'identification des patients et des moyens de distribution avec des étiquettes patients. Donc, de mettre en place une double vérification systématique de la préparation-administration, surtout lorsque la spécialité concerne un médicament à risque. C'est donc la présence d'un étiquetage de médicaments à risque, donc pour dire attention, ou un paramétrage des médicaments à risque dans les logiciels d'aide à la prescription, quand cela est possible, ce qui n'est pas toujours facile à faire, on le conçoit. D'autres mesures barrières, c'est le rappel sur les médicaments à risque déterminés dans l'établissement ou dans le service et les never events, donc à connaître les événements qui ne devraient jamais arriver. Alors, on a voulu vous apporter en fait donc quelques outils donc de sensibilisation, et pour cette thématique, on a été rechercher donc l'HAS en fait qui a fait donc des flashs sécurité patient sur les événements indésirables graves, et donc qui présente donc ces flashs sécurité en allant donc sur des cas marquants, et donc analyse de cas marquants. Donc, en particulier, donc cette démarche commence, et donc les premiers cas marquants, donc ça a été le potassium. Donc ces flashs de sécurité patient sont disponibles sur notre site, ainsi que donc au niveau de l'HAS, bien sûr. Et vous retrouverez d'autre part une plaquette d'infos, donc Never Evans, donc très synthétique, très marquante, qu'on vous invite à regarder. Hein. Donc si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous demander. On vous fera parvenir cette plaquette parce qu'on l'a trouvée pertinente. Et donc ça a été développé par un Nomédite de la région Centre. Alors, un deuxième cas marquant, une erreur lors de la distribution des médicaments pendant le repas. Donc, au cours du repas du midi, l'aide-soignant prépare le plateau de Madame F et en même temps surveille Monsieur D qui déambule et chute sur une chaise. Elle se trompe de gobelet et commence à administrer à la cuillère le contenu du gobelet de Monsieur D à Madame F. Elle relit le nom sur le gobelet et se rend compte de son erreur. Donc là, c'était des traitements multiples. Donc, il y avait parmi ces traitements un hypotenseur, puisque conséquence pour le patient, la résidente va présenter une hypotension nécessitant la pose d'une perfusion de SSI. Alors, au niveau des facteurs contributifs, on a donc eu une interruption de tâche de l'aide-soignante qui était justifiée puisqu'il y avait donc quelqu'un qui chutait, donc elle a mis ses priorités, mais donc ça a contribué à l'erreur de par ailleurs. Quid de l'encadrement de l'aide-soignante par l'IDE, donc puisque on vous rappelle que l'aide-soignante est sous la responsabilité de l'IDE. Et puis, donc, quid des autres personnels présents qui auraient pu donc réagir sur la chute du patient et donc ainsi ne pas interrompre la tâche de l'aide-soignante. Donc, les mesures barrières qui auraient pu éviter cet événement, c'est donc la double vérification de l'administration proprement dite des médicaments, c'est-à-dire respecter le contrôle ultime de la concordance du patient avec les médicaments.
Et donc, pour aller plus loin, donc on vous a mis une référence d'un outil de sensibilisation. Donc, c'est un film qui a été développé donc, au niveau de la région Bretagne avec l'Omédite Bretagne, qui s'appelle Faire et défaire, qu'on vous invite à regarder et qui illustre bien ce cas marquant qui a été donc déclaré chez nous. Alors, un troisième cas, une erreur de patient. Donc, lors de la visite médicale, le patient se plaint au cardiologue qu'il n'est pas bien depuis la pose d'une perfusette de furosémide à 6 heures et l'équipe se rend compte que le patient n'a pas reçu le bon traitement. Donc, la conséquence pour le patient, une surveillance, une sortie repoussée. En facteur contributif, donc absence d'étiquette patient et d'étiquette sur la préparation injectable, donc au niveau de la poche de furosémide, de l'Azilix. Interruption de tâches de l'aide-soignante. Donc les mesures barrières qui auraient pu éviter d'en arriver là, c'est de standardiser l'étiquetage des préparations injectables selon le modèle que vous voyez à l'écran, qui est peut-être petit, mais qui est disponible sur le guide de l'HAS. Respecter aussi le contrôle ultime de la concordance patient-médicament. Donc, pour aller plus loin, on vous a donc donné un outil qui nous paraissait intéressant de sensibilisation, donc extraite du guide de la HAS, donc sur la sécurisation et l'auto-évaluation de l'administration des médicaments et le focus sur l'étiquetage des préparations injectables pour éviter les erreurs. Alors, maintenant, une erreur sur un patient en néonatologie. Dans le service de néonat, le bébé 1 reçoit de la morphine Péros pour un syndrome de sevrage. Le bébé 2 est surveillé aussi pour un syndrome de sevrage par un score de Finnegan, mais il ne reçoit pas de morphine. L'élève IDEO 3e année prépare la seringue de morphine Péros pour le bébé 1 en présence de la puéricultrice diplômée d'État, sans identifier la seringue. Donc, la puéricultrice envoie l'élève s'occuper du bébé 2 pendant qu'elle finit les soins du bébé 1. L'élève va administrer la morphine Péros prévue pour le bébé 1 au bébé 2 sans vérifier le bracelet d'identité. Le stock prévisionnel pour le bébé 2 est utilisé pour le bébé 1. Il se rend compte de son erreur et prévient la puéricultrice. Donc, la conséquence pour le bébé, ça va être l'aspiration par la sonde gastrique, surveillance rapprochée, explication de l'erreur à la maman. Alors, en facteur contributif, eh bien, donc, dans le service, il y a eu l'hospitalisation donc, au même moment de 2 bébés donc, nécessitant un sevrage morphinique ou étant surveillés pour un sevrage morphinique ou un besoin de sevrage morphinique. Donc, ce qui n'est pas forcément donc, habituel. Donc, autre facteur contributif, c'est la présence de dotations spécifiques pour chaque bébé. Donc, un si besoin et un, donc le bébé 1 qui avait son traitement en cours. Donc, il y a eu pour le si besoin la demande prévisionnelle donc, et la présence du stock dans le service, donc à disposition de l'élève infirmier. Donc, il y a eu absence d'identification de la préparation de morphine par l'élève. Et donc, l'élève, donc, il était en formation et donc, il quid de son encadrement donc, pour la préparation de ce médicament à risque. Donc, les mesures barrières qui auraient pu éviter cet événement, bon, c'est un double contrôle de la préparation, hein, comme donc, on vous dit, c'est un médicament à risque. L'étiquetage de la préparation d'un médicament à risque chez un patient en plus à risque, puisque c'est un petit, c'est un enfant donc, de néonatologie, donc patient à risque. Enfin, donc, la barrière qui aurait pu donc, aussi permettre d'éviter cette erreur, c'est donc la formation des nouveaux arrivants, la formation des élèves, avec sensibilisation donc aux médicaments à risque. Nous avons donc voulu vous donner donc des outils donc de sensibilisation
à ce sujet. Et nous avons retrouvé au niveau de la région Normandie, cette fois, donc un film de sensibilisation d'une erreur en pédiatrie. Donc, vous invite à aller voir. Alors, pour la petite histoire, donc, il y a plusieurs films donc, sur la thématique des erreurs médicamenteuses qui ont été faites principalement au niveau des régions Normandie et des régions donc, Bretagne. Et vous pourrez donc voir d'autres films qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour pouvoir y accéder. Alors, en point clé, en point à retenir de l'identitovigilance et des médicaments, on voulait donc insister sur le respect du contrôle ultime de la concordance patient-médicament. On voulait donc rappeler qu'il faut vraiment être sensibilisé, formé donc, à la règle des 5 B, donc le bon médicament au bon patient, la bonne dose, le bon moment, la bonne voie, et de faire donc aussi d'être sensibilisé à la nécessité de la double vérification, de garder les traitements, les sachets de traitement nominatifs jusqu'à la prise, jusqu'à l'administration, parce qu'ils représentent une sécurité supplémentaire et importante. Plusieurs informations doivent y figurer, le nom, le prénom et la date de naissance du patient, le nom du médicament, la forme, le dosage, la quantité, la date et le moment de prise. Autre point clé important, c'est sensibiliser les professionnels à la déclaration d'événements indésirables et exploiter en interne ces erreurs, faire des retours d'expérience qui sont importantes et enrichissantes pour améliorer les prises en charge. Il faut d'autre part former les professionnels à l'identitovigilance dans le cadre de la prise en charge médicamenteuse. Voilà. Nous avons terminé et donc nous vous remercions pour votre attention et nous laissons la place à nos amis hémovigilants. Bonjour, je suis Dr Emmanuelle Boulanger. Je représente ici la cellule régionale d'hémovigilance des Hauts-de-France. Je suis médecin coordonnateur régional d'hémovigilance avec Philippe Cabre, Dorine Seron. Et donc, je poursuis ce webinaire par la présentation de plusieurs erreurs en hémovigilance, plusieurs incidents de la chaîne transfusionnelle, et vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs avec les présentations que Mathieu et Isabelle viennent de vous faire. Notamment, on parle, vous voyez, beaucoup de contrôle ultime, de règles des 5B. Eh bien, en matière de transfusion sanguine, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de points communs. Donc, j'ai choisi de vous présenter 3 cas marquants qui correspondent à des erreurs d'attribution, des erreurs d'identitovigilance. Alors, la première, diapo suivante. La première, c'est la hantise de tous les hémovigilants qui est une erreur ABO. Et donc, c'est un cas qui est survenu dans la région des Hauts-de-France en 2019, en mars 2019, dans un établissement de santé, en cours de transfusion d'une patiente qui s'appelle Madame P. On est alors dans un service de soins spécialité médicale à 12h20. L'infirmier se rend compte avec horreur que le dossier infirmier-patient qu'il s'apprête à remplir ne correspond pas à l'identité du dossier transfusionnel qu'il a en main. En effet, le dossier de soins correspond à Madame P et le dossier transfusionnel qu'il a en main correspond à celui de Madame C, la voisine de chambre. Diapo suivante. La transfusion a débuté à midi et l'infirmier se rend compte de son problème à 12h20. Il va alors immédiatement arrêter la transfusion. Il appelle le cadre de santé du service,
puis le médecin prescripteur, hein, qui est juridiquement responsable. Et qu'est-ce qu'on constate alors? On constate que une poche de sang, donc un concentré érythrocytaire de groupe A, est clampé au lit de Madame P, alors que cette dame a un groupe sanguin, donc un phénotype érythrocytaire O+, dans son dossier transfusionnel qui était en salle de soins. Alors, que s'est-il passé? Diapo suivante, on analyse le problème. Nous sommes là aussi, hein, vous voyez, comme dans les cas exposés précédemment, nous sommes dans une chambre à 2 lits et le matin, le prescripteur donc va faire une ordonnance de produits sanguins labiles pour une patiente de cette chambre à 2 lits. Diapo suivante. Donc, mais le médecin, ce faisant, en fait, va se tromper de patient. En fait, il va, disons que quand il fait sa prescription, il va nommer une identité incomplète, c'est-à-dire qu'il note uniquement un nom d'épouse, et donc c'est ce qu'on appelle une non-conformité. Diapo suivante. Donc, en fait, dans la salle de soins, l'infirmier, pour bien faire, hein, ça part toujours d'un bon sentiment, va coller une étiquette et ce faisant, il va cacher le nom manuscrit indiqué par le médecin. Donc, il fait de la modification d'ordonnance, donc quelque chose qui n'est pas en fait autorisé. Hein, et au-dessus du nom de Madame P, l'infirmier se trompe et colle par erreur une étiquette qui est celle de la voisine de chambre, l'étiquette de Madame C. Voilà, diapo suivante. Or, il se trouve que Madame P, la dame à transfuser, donc, comme je vous l'ai dit, est de groupe sanguin O, tandis que sa voisine de chambre, Madame C, est de groupe sanguin A. Diapo suivante. Quand on explore les dysfonctionnements, on va se rendre compte, en fait, on tire un petit peu la bobine en hémovigilance et en faisant l'enquête, on se rend compte qu'il y a de nombreux dysfonctionnements que je vais vous exposer ici. D'abord, le bracelet de Madame P ne comporte pas son identité complète, hein, avec les traits stricts d'identité, hein, symbolisés par la petite main. Hein. Donc, le bracelet ne comporte que le nom d'usage, qui est donc son nom d'épouse, qui n'est pas un trait strict d'identité, mais un trait facultatif. Deuxième erreur, diapo suivante, l'identité de cette patiente, Madame P, n'a pas été vérifiée lors de son admission dans le service d'urgence quelques jours auparavant. Diapo suivante, l'identité de Madame P n'a pas non plus été vérifiée dans le service de soins, qui est le séjour gériatrique, et pourtant, dans le dossier, c'est tracé comme tel, c'est-à-dire on trace qu'on a vérifié cette identité selon les procédures d'identito-vigilance, ce qui n'a pas été réellement fait, ou alors ça a été de façon insuffisante. Diapo suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, tout part du médecin qui finalement, lorsqu'il a fait sa prescription de concentré de globules rouges, a noté sur l'ordonnance une identification incomplète de Madame P. Il aurait dû écrire son identité complète avec les traits stricts d'identité et son nom de naissance. Et c'était donc une ordonnance non conforme incomplète. Diapo suivante. Donc, cette ordonnance a été ensuite réétiquetée par erreur avec l'étiquette de la voisine de chambre, Madame C. Diapo suivante. Puis, tout le reste de la démarche, toute la commande de sang a été faite au nom de Madame C, la voisine de chambre. C'est-à-dire qu'on a sorti le dossier transfusionnel de la voisine de chambre, on a sorti la carte de la voisine de chambre, un résultat de RAI de la voisine de chambre, si bien que la structure de délivrance, en l'occurrence c'était un dépôt de sang, n'a pas pu voir de discordance. Donc pour le dépôt de délivrance, c'est transparent. Pour eux, c'est comme si on devait transfuser Madame C. Une fois que la commande arrive dans le service de soins, il n'y a pas eu premier verrou de sécurité sur lequel on insiste beaucoup, qui est le contrôle à réception. Lorsque le produit arrive dans le service, je dois vérifier qu'il est bien pour le bon patient. Diapo suivante. L'identité de la patiente n'a pas été
vérifié dans la chambre. La patiente a été interrogée a posteriori. Personne ne lui a demandé de décliner son identité. Le soignant qui a posé la transfusion ne lui a pas posé la question. Dans la chambre, l'infirmier qui a posé la transfusion n'a pas non plus vérifié les documents de la délivrance, donc cette fiche de délivrance nominative qui accompagne la poche de sang, donc pas de contrôle de concordance d'identité dans la chambre. Alors que ça fait partie du contrôle ultime. Diapo suivante. Justement, le contrôle ultime, j'attendais la question, eh bien la carte de contrôle ultime pré-transfusionnel a bien été effectuée, elle a été bien faite, mais elle a été mal interprétée. Et lorsqu'on a interrogé, l'infirmier a dit qu'il avait réalisé son contrôle ultime machinalement. Donc, voilà ce que donne cette carte de contrôle ultime dans laquelle, bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la safety card commercialisée par la firme Diagaz, qui est beaucoup utilisée dans des établissements de santé de la région. Donc, une technique d'émagglutination. Vous avez sur la partie droite le CGR et vous voyez dans le rond bleu avec l'anti-A qu'il y a des petits points qui correspondent à des agglutinats, alors qu'il n'y a rien dans le puits de l'anti-B, c'est donc une poche A. Et du côté patient, alors certes c'est un peu palo, mais la dame était anémique, du côté patient il n'y a pas d'agglutination ni avec l'anti-A ni l'anti-B, donc il s'agit bien d'une patiente de groupe O. Donc en principe, en lisant la phrase jaune et en interprétant, on aurait dû arrêter la transfusion si ce contrôle avait été correctement interprété. Donc, ce n'était pas le cas. Diapo suivante. Et ensuite, deux autres dysfonctionnements. La fin de la transfusion était tracée par anticipation. Donc, l'infirmier était tellement pressé de finir son acte transfusionnel qu'il avait déjà noté l'heure de fin. Et enfin, diapo suivante. Le débit de transfusion était trop rapide, donc il y a eu 20 minutes de transfusion, mais bon, pour une dame de cet âge, je vous rappelle qu'elle était en gériatrie, c'était quand même un peu rapide et elle aurait pu faire une surcharge hémodynamique avec un œdème pulmonaire de surcharge. Donc, diapo suivante. Donc, en fait, par chance pour la dame, il n'y a pas eu d'effet indésirable sérieux, elle n'a pas eu à souffrir de cette incompatibilité. Elle a pourtant reçu pas mal de sang A incompatible, mais c'est une dame qui, par chance, n'a pas eu ni d'insuffisance rénale ni d'hémolyse. Donc, du côté de l'établissement de santé, après enquête, il y a eu un rappel des bonnes pratiques au niveau de l'ensemble des soignants, rappel du fait que l'ensemble des opérations doit être effectué par une seule et même personne, hein, ce qui caractérise le contrôle ultime pré-transfusionnel. C'est ce que disent les hémovigilants en formation, dans les IFSI, formation professionnelle. C'est comme au théâtre, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Unité de lieu, le contrôle est effectué en présence du patient au lit du patient. Unité de temps, c'est-à-dire que le soignant doit vérifier simultanément l'identification du receveur en lui faisant décliner son identité et les données d'identification des documents, notamment du dossier transfusionnel, et vérification de la poche de PSL, numéro de poche, compatibilité au niveau du phénotype érythrocytaire avec celui du patient à transfuser. Et unité d'action, c'est bien sûr une seule et même personne qui fait l'ensemble de ce contrôle, idéalement sans être interrompue. Et c'est donc cet infirmier qui fait les contrôles, qui pose la transfusion, et il ne faut pas donc fractionner les tâches avec un qui vérifie, un qui pose, parce que dans ces cas-là, on sait que c'est la meilleure façon de se tromper. Voilà, donc ça c'est l'extrême en hémovigilance, c'est l'accident ABO. Diapo suivante. Alors, un cas donc qui est un autre cas d'erreur d'attribution dans une unité de soins, mais cette fois, ça va concerner plutôt des plaquettes. Alors, c'est une erreur d'attribution de concentré plaquettaire. On est donc dans un service de pédiatrie d'un établissement de santé, et ce jour-là, donc,
le même jour, la même matinée, vous avez 2 enfants qui doivent recevoir une transfusion plaquettaire. L'enfant A est hospitalisé en secteur conventionnel, l'enfant B dans un secteur protégé, dit secteur stérile, où il faut donc de procédure d'asepsie, puisque c'est un enfant qui est donc en aplasie. L'infirmière, Madame L, est en poste du matin dans le secteur protégé. Et à 9h30, l'heure où arrive le concentré plaquettaire, Madame L est en train de préparer son matériel pour faire le pansement d'un autre patient. La puéricultrice du secteur conventionnel réceptionne donc le concentré de plaquettes à sa place. C'est un concentré plaquettaire délivré par le site EFS de proximité. Elle réceptionne la plaquette pour l'enfant B et elle le pose sur un agitateur à plaquettes qui est situé en secteur conventionnel. On va voir que ce n'est pas toujours une bonne idée d'avoir un agitateur à plaquettes dans un service de soins, puisqu'en principe, les plaquettes doivent être transfusées assez rapidement après réception et elles peuvent donc rester quelques minutes sans agitation. Il n'y a pas donc besoin d'agitateur dans un service de soins. Donc, cette puéricultrice, Madame D, va demander à l'auxiliaire de puériculture d'avertir l'infirmière, Madame L, de l'arrivée des plaquettes. Elle lui demande de voir si Madame L peut transfuser ce concentré plaquettaire, car elle-même ne peut pas s'en occuper pour le moment. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine charge de travail, mais c'est le quotidien des équipes de soins et ça ne fait que s'aggraver d'ailleurs. Donc, l'auxiliaire demande à Madame L si elle peut réaliser la transfusion plaquettaire sans préciser l'identité du patient destinataire. Diapo suivante. Alors, Madame L, qui sort de son pansement, croit que le concentré plaquettaire qui vient d'arriver est destiné à l'enfant A, hospitalisé en secteur conventionnel. Donc, elle se rend dans la salle de soins du secteur conventionnel, là où il y a l'agitateur à plaquettes. Elle prend le concentré plaquettaire, elle va vérifier la concordance des numéros de don, qui est sur donc l'étiquette du concentré plaquettaire et la fiche de délivrance, pour vérifier que c'est le bon produit qui est noté sur cette fiche de délivrance. Elle vérifie aussi la concordance d'identité entre la prescription de concentré plaquettaire pour l'enfant A, puisque l'enfant A attend, je vous rappelle, une transfusion plaquettaire. Elle vérifie la carte de groupe sanguin de l'enfant A et l'étiquette qu'elle va coller sur la fiche de délivrance. Alors, en même temps qu'elle fait ses contrôles, elle est interrompue dans sa tâche et à aucun moment, elle ne lève les yeux sur le haut de la fiche de délivrance nominative où là, il y a l'identité du patient destinataire de la plaquette qui est celle de l'enfant B. Donc, en fait, elle va, en toute bonne foi, coller l'étiquette de l'enfant A en bas de la fiche de délivrance comportant l'identité de l'enfant B. Elle se rend dans la chambre de l'enfant A. Elle lui demande de décliner son identité. C'est un enfant assez grand pour donner son identité. L'identité est conforme à son attente. Elle pose le concentré plaquettaire à l'enfant B à l'enfant A. Et ensuite, elle retourne à d'autres tâches. À ce moment-là, coup de téléphone du technicien du site EFS qui appelle le service de soins et qui demande, ça c'est aussi le quotidien des équipes de délivrance, la carte de groupe sanguin de l'enfant A pour délivrer son concentré plaquettaire. Et à ce moment-là, horreur, elle se rend compte que, mais comment ça se fait, pourtant la plaquette est là. Elle regarde la fiche, à ce moment-là, elle lève les yeux et elle se rend compte que le concentré plaquettaire qu'elle vient de poser à l'enfant A était en fait destiné à l'enfant B. Diapo suivante. Diapo, voilà. Donc, en fait, dans cette observation, je vous rassure, les enfants vont bien, toute la traçabilité a été vérifiée, il n'y a pas eu d'incompatibilité dans le cas présent, ce qui pourrait arriver de temps en temps, et il n'y a pas eu non plus de sous-dosage ou de surdosage. Donc, on va dire tout est bien qui finit bien, mais l'analyse du dysfonctionnement montre qu'il y a une défaillance du contrôle pré-transfusionnel au lit du patient, puisqu'en fait, la seule chose qu'elle n'a pas vérifiée, c'est la concordance d'identité entre le receveur, l'enfant qui est dans le lit, l'enfant A, et celle du patient pour lequel le concentré plaquettaire est destiné. Et ça, elle est sur la fiche de délivrance en haut, c'est celle de l'enfant B. Autre facteur favorisant, eh bien,
pardon, il faut revenir un peu. Voilà, autre facteur favorisant, c'est ce fameux agitateur à plaquettes qui n'a rien à faire dans le service de soins. Et en plus, on s'aperçoit que cet agitateur est dans le secteur conventionnel et que toutes les commandes de produits sanguins des deux secteurs arrivent dans le secteur conventionnel et que c'est certainement une mauvaise organisation qui est propice à l'erreur. Ensuite, autre dysfonctionnement, le défaut de communication dans le service de soins, puisque vous voyez, il y a plusieurs intervenants, la puéricultrice, l'auxiliaire de puériculture, l'infirmière, tout le monde très occupé, et finalement, l'identité du patient n'a pas été précisée par l'auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle a dit à sa collègue « ta plaquette est arrivée ». Et elle n'a pas dit la plaquette de l'enfant B est arrivée. Donc, circonstances favorisantes, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes que précédemment. 2 patients en attente d'une transfusion plaquettaire, un même type de produit, le même jour, au même moment, dans le même service, une multiplicité des acteurs impliqués et évidemment l'interruption de tâches, le cauchemar des soignants et en plus, les soignants s'interrompent eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont à l'origine de leur propre interruption de tâches, le plus souvent par des choses qui peuvent attendre la fin d'un contrôle de sécurité. Diapo suivante. La 3e erreur dont je voulais vous parler, cette fois, c'est une erreur qui vient de la structure de délivrance, en l'occurrence d'un site EFS, erreur de patient destinateur de PSL de la part du technicien de délivrance. Diapo suivante. Voilà, donc là, ici, nous sommes dans un établissement de santé qui dispose d'un dépôt de sang et c'est un dépôt urgence relais. Et dans ces cas-là, toutes les commandes passent par ce dépôt. C'est en quelque sorte centralisé et c'est ce dépôt ensuite qui assure la remise au service de soins. Dans cet établissement, un praticien a fait une prescription d'un CGR phénotypé pour une dame, Madame X, née le 17 juillet 1927. Cette commande est envoyée au site EFS avec les résultats immunohématologiques de Madame X et l'EFS délivre un CGR. L'infirmière du dépôt de sang, lorsqu'elle va faire son contrôle à réception, va trouver que ce contrôle n'est pas conforme. En effet, sur la fiche de délivrance qui accompagne le CGR, elle note que l'établissement de santé est bon, hein, c'est bien pour son établissement, le service de soins est le bon, le numéro de CGR correspond bien au numéro indiqué sur la poche, le phénotype du CGR est compatible avec celui de Madame X. Par contre, l'identité du patient destinataire sur la fiche de délivrance est celle d'une Madame Y. Une Madame Y est née le 24 août 1947. Elle fait donc quelques recherches, pensant qu'il y a une autre commande attendue. Elle se rend compte que Madame Y n'est pas hospitalisée dans l'établissement de santé. Madame Y n'a rien à voir avec cette commande. Donc, elle appelle le site EFS. Vous voyez que tout de suite, ça peut être source de retard. Heureusement, il n'y avait pas de caractère urgent de cette transfusion. Elle appelle l'EFS, elle signale l'erreur. La technicienne de l'EFS va donc corriger l'erreur, faxer une nouvelle fiche de délivrance. L'infirmière du dépôt reçoit cette fiche de délivrance par fax. Et là, encore, son contrôle n'est pas conforme. Décidément, ce n'est pas le bon jour pour la technicienne. On a un numéro qui est bon, un phénotype qui est bon. Cette fois, l'identité, c'est bien celle de Madame X. Le service de soins est correct, mais l'établissement de santé n'est pas le bon. Donc là, l'établissement de santé, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a une histoire de facturation. Vous voyez, alors on ne facture pas, ça ne se fait pas. Bon. Donc, elle rappelle le site EFS. Une 3e fiche de délivrance est éditée et faxée. Et donc, l'infirmière, cette fois, va pouvoir faire un contrôle conforme. Vous voyez qu'on a perdu un peu de temps, plusieurs coups de téléphone. Bon, heureusement, là, les gens sont restés polis, mais parfois, il y a des noms d'oiseaux. Diapo suivante. Quand on analyse le dysfonctionnement, que s'est-il passé? Certes, un défaut de vigilance de la part de techniciennes de l'EFS et cette fameuse interruption de tâches lors de la délivrance de produits sanguins labiles. Nos amis qui travaillent dans les dépôts de délivrance savent que c'est une activité extrêmement à risque. La technicienne, en fait, a commencé à préparer la commande pour Madame X, mais elle a été interrompue parce que là aussi,
sur une structure de délivrance, il y a beaucoup d'interruptions de tâches et notamment de téléphone en particulier pour des non-conformités, mais ça peut être quelquefois des urgences vitales. Bon. Durant cette interruption, elle doit consulter le dossier d'une patiente Y qui n'a rien à voir avec Madame X dans le logiciel médico-technique. Et ensuite, elle revient à sa tâche, elle revient à Madame X, mais cette fois, elle est restée sur le dossier de Madame Y. Donc, vous voyez, elle a fait trop vite et du coup, elle a délivré le CGR pour Madame Y. Donc, quand la fiche de délivrance sort à l'imprimante, elle a la mauvaise identité. Néanmoins, la technicienne EFS a tout de même vérifié les phénotypes érythrocytaires, heureusement, vous voyez, parce que là aussi, on aurait pu avoir un accident ABO si ça va jusqu'au bout du bout et qu'il y a une incompatibilité entre les deux patientes. Donc, mais elle n'a pas vérifié la concordance d'identité entre la prescription, les données immunohématologiques et la fiche de délivrance. Donc, en fait, lorsqu'elle fait son colisage, lorsqu'elle emballe son CGR avec les papiers, donc elle n'a pas vu l'erreur d'identité. Alors, normalement, il y a un verrou lors de la remise au transporteur, puisque un coursier, un transporteur qui vient chercher des produits dans une structure de délivrance, dépôt de délivrance, site EFS, doit présenter un document avec l'identité du receveur. Or là, ça n'a pas été fait. Ce contrôle a certainement dû sauter. Donc, vous voyez là, l'erreur est détectée lors du contrôle à réception au dépôt de sang. Donc, dans ces cas-là, bravo à la vigilance du personnel soignant qui a permis de détecter l'erreur. Néanmoins, ça a donné lieu à un incident, à la rédaction d'une fiche d'incident de la chaîne transfusionnelle. Diapo suivante. Donc, pour conclure, pour pouvoir donc vous donner les messages les plus importants, le contrôle à réception, il est obligatoire, on n'insiste jamais assez, mais c'est vraiment une source de détection possible d'erreurs. Le contrôle ultime pré-transfusionnel au lit du patient est également obligatoire, bien sûr. Et c'est là que c'est important, c'est que ce contrôle ultime de concordance, il y a 2 étapes et que la première étape, qui est l'étape de concordance, patient, document, poche de produits sanguins labile, cette étape est obligatoire pour tout type de PSL, même des produits autologues, même des produits compatibilisés et même en urgence vitale. Et c'est même la seule étape de contrôle pour le plasma et les plaquettes, puisque le contrôle de compatibilité ABO n'existe que pour les concentrés de globules rouges. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on fait un contrôle de compatibilité par une carte PPU qu'on est dispensé du contrôle ultime de concordance, puisqu'on ne vérifie que la compatibilité ABO. On peut très bien se tromper de patients en isogroupe et ne pas avoir cette erreur au contrôle ultime. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, comme au théâtre, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Autre message, l'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper, même l'EFS, même la structure de délivrance. Donc, il ne faut pas faire confiance à ceux qui sont en amont, mais chacun doit vérifier à toutes les étapes qu'on a le bon produit au bon patient. Attention à la multiplicité des acteurs. On peut être à 10 pour faire une erreur et ne pas la voir. Attention aux interruptions de tâches, on ne le dira jamais assez. Enfin, attention aux situations à risque, surcharge de travail, personnel en effectif réduit. Et on sait qu'on sort de cette phase de Covid avec des grosses difficultés d'effectifs. Changement d'équipe, situation d'urgence et de transfusion massive, prudente. Merci de votre attention. Diapo suivante. Et bien sûr, l'équipe régionale d'hémovigilance à votre disposition pour vos conseils et vos aides pour les analyses de dysfonctionnement. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup pour votre retour. Du coup, dans cette partie, on va voir ce qu'il y a de neuf finalement avec l'identité nationale de santé. Et cette identité nationale de santé, elle va permettre probablement, hein, et on l'espère tous, elle va permettre d'enrayer finalement toutes ces problématiques qui peuvent être rencontrées, que ce soit des événements indésirables graves ou même juste des simples petites erreurs. Donc juste pour faire une rapide présentation
de l'identité nationale de santé, il faut savoir qu'elle constitue l'un des projets socles de la feuille de route nationale du numérique en santé et qu'elle fait aussi partie du coup du volet numérique du Ségur qui va accélérer du coup le développement du numérique en santé. Donc il faut savoir que l'INS, il est obligatoire de référencer toute identité dans les structures de santé avec l'INS depuis le 1er janvier 2021. Donc, pourquoi est-ce que l'INS il va finalement permettre d'enrayer toutes ces erreurs de mauvaise identification d'identité, etc. C'est tout d'abord parce qu'il va fiabiliser l'identité de l'usager et il va permettre aussi finalement de faciliter l'échange et le partage des données de santé avec d'autres acteurs du territoire. Il faut savoir que cette identité nationale de santé, elle peut être recherchée que par un cercle restreint d'acteurs, donc que ce soit les personnes qui font partie du cercle de confiance ou les acteurs de la santé et du médico-social qui sont impliqués dans la prise en charge de l'usager. Donc là, on vous rappelle simplement, si vous n'en aviez pas connaissance, qu'il y a un référentiel INS qui précise les mesures de sécurité et les modalités d'utilisation de l'INS. Donc, on pourra vous le remettre dans le chat à la fin ou alors par la suite dans l'envoi du support. Pardon, voilà, merci. Non, vous pouvez, merci. Et du coup, de quoi est composé finalement l'INS ? Donc, il est composé, comme le disait en introduction Monsieur Decouen, d'un matricule. Donc, le matricule qui pourrait correspondre finalement au numéro de sécurité sociale, mais il ne faut pas considérer que c'est le cas. Donc, le matricule INS, c'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou le numéro d'identification d'attente. Il est composé également du coup d'un OID. Donc ça, c'est le numéro qui va permettre de tracer l'établissement qui a fait appel à ce qu'on appelle un téléservice INSI, qui fait appel aux bases de référence de l'état civil et qui va permettre de récupérer l'identité nationale de santé d'un patient. Et donc, l'INS, il est également composé des fameux traits d'identité ou traits stricts, comme on les appelle, qui vous ont été rapidement présentés tout à l'heure, mais donc là, on va les détailler. Il s'agit donc de la petite fameuse main dont Madame Boulanger parlait tout à l'heure. Donc, dans ces traits, on a le nom de naissance, on a le premier prénom de naissance, mais il faut savoir que si un usager ou un patient en a plusieurs, au plus on renseigne de données sur l'usager, au mieux c'est. Il y a la date de naissance, bien évidemment, il y a le sexe et il y a le code INSEE du lieu de naissance. Donc, il faut savoir qu'il faut également prévenir l'usager du fait qu'on va aller chercher son identité nationale de santé. Pourquoi est-ce qu'on le fait et dans quel but? Donc, que ce soit un petit document qui lui est donné à l'entrée d'une structure de santé pour lui expliquer simplement qu'il soit au courant et également qu'il ne peut pas s'opposer à la recherche de cette identité nationale de santé. Et donc, on a également, au travers de l'INS, des mesures et des bonnes pratiques qui sont référencées dans le référentiel national d'identité-vigilance. Et je vais vous expliquer justement quelles sont ces mesures, juste ensuite. Donc voilà, donc en pratique, comment est-ce qu'on applique ces mesures? Donc, la première étape, c'est lorsqu'un usager arrive, je ne sais pas si vous avez l'habitude de créer des identités, c'est du coup de demander un document qui atteste l'identité de la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est ce qu'on appelle les documents à haut niveau de confiance. Donc, on recense, en tout cas le référentiel national d'identité-vigilance recense le passeport français ou étranger, la carte d'identité française ou étrangère, le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance pour les enfants, avec la vérification de l'identité d'un des parents ou du tuteur légal. Et il y aura aussi
le dispositif d'identification électronique que vous connaissez peut-être, France Connect, etc. Et il faut s'assurer, bien qu'on demande toujours la carte vitale et la carte d'identité, qu'il s'agisse bien de la même personne sur les 2 documents qu'on peut vous donner. Donc ensuite, on va être sûr qu'on ne va pas créer de doublons, donc on va rechercher l'identité dans la base de données de l'établissement de la structure de santé. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? On renseigne la date de naissance et les 3 premières lettres du nom ou du prénom de naissance. Donc attention à ne jamais saisir le nom ou le prénom en entier pour faire la recherche d'identité. Donc si on ne trouve pas ensuite, après cette recherche, l'identité de la personne qui est en face de nous et qui nous a bien donné tous les papiers qui attestent de son identité, on peut créer l'identité. Et donc l'identité, elle est composée de quoi? Donc elle est composée de l'identifiant qui lui est attribué dans votre structure. Et on lui attribue aussi des traits stricts, du coup. Donc les traits stricts que j'ai exposés tout à l'heure, mais on va les rappeler. Donc ou à minima le premier prénom de naissance, le nom de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. Donc comme je disais tout à l'heure, le code INSEE et le matricule INS complété de son OID. Donc ensuite, on a aussi les traits complémentaires qui peuvent être importants et qui permettent surtout de faciliter la communication avec l'usager. Donc on retient le nom utilisé ou le prénom utilisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelait auparavant, ce que vous appeliez le nom ou le prénom d'usage. Il faut savoir que du coup, ça a été transformé dans le référentiel national d'identité-vigilance. Donc voilà, maintenant c'est le nom ou prénom utilisé. Donc il peut y avoir par la suite l'email, etc., le numéro de téléphone, ou si on est dans une structure médico-sociale, l'utilisation d'un projet de vie ou d'un projet personnalisé. Donc il faut savoir, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir juste en arrière? Il faut savoir également que lorsque l'agent du bureau des entrées fera l'appel au téléservice qui récupérera du coup les données de l'usager via l'appel au téléservice qui fait appel aux bases de référence de l'état civil, il y aura des traits qui lui seront renvoyés. Et ces traits, il incombe à la personne qui fait cette recherche de valider ou non. Ce n'est pas automatique. Et une fois que la personne aura validé ou pas ces traits, il faut savoir qu'ils seront remplacés par les traits locaux que vous aviez déjà de base. Voilà, là, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Excusez-moi, il y a juste une question dans le chat. Ouais. Alors, est-il important que la pièce d'identité soit en cours de validité, cas régulier en EHPAD? C'est-à-dire, est-ce qu'il est important qu'il soit... Oui, oui, il faut que la pièce d'identité soit en cours de validité, soit validée, puisque finalement, il y a on peut utiliser une carte qui n'est pas encore validée. On peut utiliser une carte qui n'est pas encore validée, ouais. D'accord, merci. Et ensuite, c'est quelle conduite tenir si la personne refuse de donner une pièce d'identité? Alors là, du coup, on va utiliser un statut particulier. Donc, on n'en parlait pas dans ce webinaire, mais il y a différents statuts d'identité à la fin de la création d'une identité. Et donc, on mettra au statut provisoire parce qu'il n'y a rien à attester que c'était vraiment la personne en face de nous. Ce qui veut dire que l'identité n'est pas validée, ce qui veut dire qu'on ne va pas rechercher son INS. Oui, Laurine, je vais prendre la main. Il y a des documents qui ont été faits par le réseau Resana qui permettent de donner la conduite à tenir quand un usager ne souhaite pas ou ne veut pas donner son identité. Il y a des documents qui permettent d'expliquer de façon un peu plus intense les raisons de la demande de la pièce d'identité. Mais ça, on peut les mettre à disposition, hein. Oui, voilà, et je voyais, on demandait le titre de séjour. J'ai expliqué que la carte d'identité étrangère était un document à haut niveau de confiance. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup ou je peux...
Monsieur Decoine, est-ce que vous pouvez préciser le nom du réseau dans le chat? Il y avait une question. Donc, du coup, je vais juste continuer sur les règles de saisie. Donc, il faut savoir que l'ensemble des traits stricts que j'exposais tout à l'heure doivent être saisis en caractères majuscules et pas accentués. Donc, il ne doit pas y avoir de tréma ou de cédille. Il ne doit pas y avoir d'abréviation. Et on conserve les traits d'union et les apostrophes. Et donc, il y a un petit rappel dans cette diapo, mais je l'expliquais tout à l'heure, c'est que le prénom ou le nom utilisé était anciennement appelé le nom ou le prénom d'usage et qu'il faut le renseigner si celui-ci diffère du nom ou du prénom de naissance, afin de pouvoir faciliter finalement la communication avec l'usager. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Et donc, du coup, pour la date de naissance, elle a un format que tout le monde doit connaître. Donc, ce format reste tel quel. Et par contre, si l'usager ne sait pas nous dire quel est son jour, son mois, ou le jour et le mois de naissance, ou même l'année de naissance, on doit renseigner, du coup, pour le jour 01, pour le mois de naissance 01 également. Si c'est le jour et le mois qui sont inconnus, on renseigne 31-12. Et pour l'année de naissance, on utilise l'année ou la décennie estimée. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais d'un trait strict qui est le code INSEE du lieu de naissance. Donc, il faut savoir que le code INSEE, il est différent du code postal. J'ai donné un petit exemple là dans la diapo. Et que s'il est inconnu, on doit renseigner 99999. Je vous ai remis la liste également des codes INSEE, mais il faut savoir que les éditeurs, une fois qu'ils auront les autorisations nécessaires pour pouvoir faire appel au téléservice, ils devront aussi également changer un certain nombre de champs ou faciliter finalement la création ou la modification de l'identité. Donc, lorsque vous renseignerez simplement le code postal du lieu de naissance de la personne que vous avez en face de vous, il devrait y avoir une recherche automatique toute seule avec dans le logiciel du code INSEE. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et donc maintenant, je vais laisser la place. Non, vous pouvez revenir sur la... Il y avait une dernière question. Ah, question. d'accord, il y a une question. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu? Les traits d'union et apostrophe. Oui, voilà, trait d'union et apostrophe, oui. Si, mais du coup, ça, c'était des règles qui étaient dictées auparavant ou que vous aviez peut-être dans vos chartes. Et en fait, le référentiel national d'identité-vigilance a décidé, du coup, c'était collaboratif, hein, c'était l'ensemble des réseaux, dont d'ailleurs Monsieur Decouen a donné le nom tout à l'heure. Donc, c'est le réseau Rezana ou le Trois-Rives. C'est l'ensemble des référents régionaux voilà, de France qui ont finalement, il y a eu une concertation, etc. Et donc, du coup, ce document a été coécrit et il a été décidé que les traits d'union et les apostrophes soient remis au goût du jour pour que ce soit exactement, que les informations soient retranscrites dans votre système d'information telles qu'ils sont notés sur la carte d'identité. C'est pour rester au plus près de la carte d'identité ou le document au niveau de confiance, quel qu'il soit, comme dans la liste que je vous ai exposée tout à l'heure. Je vous en prie. Du coup, je vais laisser la place du coup au RSQR qui va vous parler de l'identité-vigilance secondaire et du rôle des soignants. Alors, l'identité-vigilance secondaire et le rôle des soignants. Juste un petit retour sur tout ce qui a été dit là jusqu'à présent. Donc, vous avez vu que les erreurs d'identité-vigilance, c'est pas quelque chose de rare du tout et ça peut amener à des situations extrêmement gravissimes. Et c'est quelque chose que nous, soignants, on a des fois du mal à comprendre dans la mesure où on se dit mais c'est pas possible, quoi. Culot sanguin qu'on a commandé, il n'y a aucune raison que ce soit pas le bon nom au bon moment, vu tout ce qu'on fait comme papier. Il faut savoir que c'est toute une chaîne
et que chaque petit bout de la chaîne peut dysfonctionner et ainsi entraîner une erreur qui peut être gravissime jusqu'au bout. On est un petit peu, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, dans des systèmes de blocage qu'il faut mettre en place, qui sont les blockchains. C'est les systèmes qui permettent de, par exemple, gérer l'économie des bitcoins. C'est là-dessus qu'on devrait aller en termes de fonctionnement sur nos modalités d'assurer l'identito-vigilance secondaire auprès de nos patients. Voilà, diapositive. Alors, pourquoi parler? Parce que, vous l'avez vu, hein, l'identito-vigilance, si ce n'est pas un soin en lui-même, c'est une pierre angulaire d'un bon soin au bon patient. Hein. Alors tout ça, ça a quand même bien évolué. L'identito-vigilance prend une place majeure désormais dans le risque au niveau du soin, parce qu'il y a quand même des petites choses qui ont changé. Désormais, dans tous les établissements de santé, depuis de nombreuses années, on est passé sous le régime de la confidentialité. Donc les noms, tout ça ont disparu, même si ça pouvait être aussi des sources d'erreurs. On a un turnover de patients, on a une fatigue des personnels, on a une diminution des ressources humaines, et on a aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus sécurité ou plus sécuritaire l'informatique, on a aussi l'arrivée de l'informatique qui entraîne sa source ou ses sources d'erreurs en termes d'identito-vigilance. Des événements indésirables, on a vu, je vais juste faire une revue rapide. Alors, documents d'un mauvais dossier, on a tous connu ça, lettres aux mauvais patients, y compris des lettres de décès, ce qui est toujours un petit peu gênant. Analyse aux mauvais patients, l'hémoculture qui est faite au patient A, qui est donnée ensuite au patient B, qui reçoit un traitement antibiothérapeutique alors que lui n'est pas infecté et qui fait un choc anaphylactique. C'est des événements indésirables graves qu'on a vus. Les erreurs d'anatomopathologie, le mauvais prélèvement au mauvais patient qui se fait traiter pour un cancer qui n'a pas, l'insuffisance rénale qui est donnée à un patient et alors qu'elle appartient à un autre, l'anémie et la transfusion parce que l'hémoglobine qu'on a prélevée était celle du patient d'à côté, ou bien les examens de radio qui ne sont pas au bon patient. Prescription au mauvais patient lors de l'administration de la prescription, lors des transferts entre services, ce qui peut entraîner des interventions sur le mauvais patient parce qu'on est venu chercher l'un pour le bloc A alors que c'était l'autre qui allait au bloc A, enfin, ou bien un des cas qu'on a pu avoir aussi en événement indésirable grave, des jumeaux qui sont transférés d'une réanimation néonatologique vers un service d'hospitalisation pédiatrique dans un autre établissement, et les deux jumeaux qui sont masculins au départ, un des jumeaux se retrouve féminin à l'arrivée sur son bracelet d'identité. Donc, on connaît ces problèmes-là, et on a connu aussi, avec la période Covid, de façon encore plus prégnante, des problèmes lors des décès avec des absences de bracelet au niveau des patients qui étaient transférés à la morgue, voire des inversions de bracelets qui ont été rattrapées. Diapositive suivante. Alors, un peu de définition quand même, parce qu'en étant soignant, vous avez vu la présentation de Zoé, c'est un peu rude, quoi, l'INS, savoir comment on va le rechercher, effectivement, ça fait partie des choses, malgré tout, qu'il faut que l'on connaisse, tout d'abord parce qu'on est soignant et que c'est normal qu'on connaisse les tenants et les aboutissants de l'identité de nos patients, et deuxièmement parce qu'on est tous des usagers, on peut tous être des usagers à un moment ou à un autre de notre vie, et donc il est logique qu'on sache que maintenant il faut la carte d'identité, qu'on va nous repérer ou qu'on va nous identifier grâce à notre identifiant national de santé. À côté de ça, d'autres éléments sont à connaître. Pour tout soignant, l'IPP, l'identifiant permanent du patient, ça c'est le premier numéro, c'est le numéro qui est donné à la première venue dans un établissement de santé. C'est un numéro qui ensuite ne bougera pas dans l'établissement de santé. Il va être très rapidement relié à l'INS. L'IEP, ça, l'identifiant externe du patient, c'est son numéro de venue à chaque séjour. Donc il a un IPP et un IEP. Et un patient a donc un seul IPP, mais il peut avoir plusieurs IEP dans un établissement donné, en fonction du nombre de venues.
Ça, c'est important. Pourquoi? Bah parce qu'on a tendance à éditer des étiquettes. Et si on édite des étiquettes sur la venue précédente, on ne va pas avoir le bon IPP, on ne va pas avoir le bon IEP. Et donc, quand on va commander, par exemple, à la transfusion sanguine des culots sanguins, ça va coincer pour le retour parce que ça ne va pas être le bon IEP. Et donc, on va se retrouver avec des retards de prise en charge, des gens qui s'énervent, des cris, des hurlements. C'est pas la peine, on a déjà suffisamment de travail comme ça. Enfin, dernier élément à connaître pour les soignants, dans chaque établissement de santé, il existe une cellule d'identitovigilance avec un correspondant d'identitovigilance et c'est lui qu'il faut contacter quand on détecte une erreur d'identité et c'est pas le soignant qui fait la correction, sinon là on va dans les catastrophes. Diapositive suivante. Alors, l'identitovigilance secondaire, comment procéder? L'identitovigilance, c'est le premier acte à la limite de soins, même si ce n'est pas un acte de soins proprement dit. Demander l'identité du patient à chaque étape du parcours, à chaque soin, et c'est le patient qui décline son identité, et pas le soignant qui dit « Vous êtes bien monsieur Martin ?» Parce que certaines personnes sont capables de dire oui simplement pour faire plaisir ou simplement parce qu'ils n'entendent pas bien ou parce qu'ils sont peut-être un petit peu obnubilés. Donc il faut demander au patient de décliner son nom, son prénom, sa date de naissance. Ça, ce sont des choses qui sont fondamentales et bien expliquer aux personnes de sexe féminin que c'est le nom de naissance qui compte. C'est quelque chose qui est souvent assez perturbant parce que le nom d'usage est souvent le nom marital et les femmes ont souvent du mal à redonner leur nom de naissance en disant non, non, je m'appelle plus comme ça maintenant, non, non, mais c'est le nom de naissance qui reste le nom de l'identité au sein des établissements de santé. Surtout, éviter les questions fermées. Vous êtes bien monsieur ou madame Antel. Vérifier que l'usager bénéficiaire de l'acte est celui pour lequel l'acte a été prescrit. Concordance, ce qu'on a dit pour la transfusion, ce qu'on a dit pour les médicaments. Est-ce que voilà, la prescription est bien au bon nom? Donc encore faut-il aller voir la prescription et s'assurer que le nom est le même nom que le patient à qui on va administrer ou faire l'examen ou donner quelque chose correspond bien au nom de la prescription pour garantir que le bon soin, l'acte ou le bon endroit, parce que ça peut aussi être un transfert, soit assuré au bon patient, au bon usage. Alors, comment également? Tous les éléments du dossier du patient doivent être identifiés. Alors ça, c'était quand même la croix et la bannière au temps du dossier papier, où il fallait coller une étiquette sur chaque feuille et chaque élément du dossier papier. C'était d'ailleurs la hantise en cas de certification. Il faut bien avouer que l'informatique a quand même simplifié de façon extraordinaire cette identification des éléments du dossier. Identifier aussi tous les éléments qui ne sont pas informatisés, donc les piluliers, les seringues, les poches à perfusion, les médicaments préparés. Ça, c'est vraiment un combat de tous les jours avec les soignants pour bien leur faire comprendre que chaque seringue, chaque pilulier doit être identifié au nom du patient et que quand on va donner, il faut vérifier l'identité du patient, question ouverte, avec le pilulier qu'on va utiliser. Cette vérification doit être régulière, c'est pas parce qu'on l'a fait il y a 15 jours que le patient est là depuis 15 jours qu'il ne faut pas le revérifier, c'est quelque chose qui doit être à la limite prévu dans le plan de soins des soignants. Hein. Bien vérifier le bracelet d'identification avec les dires du patient si on a un patient avec un cognitif correct, si on a un patient avec un cognitif incorrect, qu'on a un doute, vaut mieux qu'il ait son bracelet d'identification déjà et s'assurer qu'il soit bien au bon nom. Hein, les documents, les prescriptions, les étiquettes et notamment vérifier que les étiquettes qu'on a dans le dossier correspondent à la bonne venue. Hein, et que l'IEP soit le bon IEP, les comptes rendus, les examens d'examen, les résultats d'examen, tout ça doit concorder en termes d'identité. Il doit y avoir des vérifications croisées. Un élément fondamental sur lequel peu de gens insistent, et on va insister ici au cours du webinaire, c'est la concordance entre le lieu, le lit, la chambre, le box
qu'occupe le patient et ce qui est inscrit dans l'informatique. Si votre patient est chambre 24, il faut s'assurer que l'identité dans l'informatique du patient chambre 24 corresponde bien à l'identité du patient qui est chambre 24 et qu'on l'a au moins une fois vérifié. Pourquoi? Parce que il peut arriver, pour des raisons d'occupation des lits, de temps d'attente, qu'on déplace un patient qui est prévu chambre 25 en le mettant chambre 24, parce que la chambre 24 est faite et la 25 n'est pas faite. Et si dans l'informatique, votre patient est rentré chambre 25, eh ben, vous pouvez être certain qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des problèmes. Diapositive suivante. Juste Christophe, pour te dire, on a le docteur Guineuf qui nous demande si l'identification manuscrite d'un prélèvement biologique n'est pas un problème. C'est un problème, oui et non. Tout dépend la qualité de l'identification manuscrite. Le gros problème de l'identification manuscrite, c'est qu'elle va s'effacer ou qu'elle peut s'effacer au cours du temps et que donc la validité va être un peu complexe. Normalement, je pense qu'en 2021, tous les établissements de santé sont ou disposent d'un système d'étiquette. Là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est effectivement en ville. Donc la concordance d'identité, elle est effectivement plus compliquée dans ces cas-là. J'ai pas de réponse claire là-dessus. Avec le risque d'un mauvais recopiage, par contre, quand on recopie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'identito-vigilance secondaire, bien sûr, elle passe par la mise en place du bracelet d'identification. Ça, c'est en établissement de santé MCO, c'est une évidence. Hein, et c'est là aussi un combat de tous les jours pour demander aux soignants de vérifier que le patient porte bien son bracelet. Il est exceptionnel qu'un patient s'oppose à la pose et au portage du bracelet. Ça peut arriver. Il faut trouver un système pour être encore plus identito-vigilant si un patient refuse son bracelet. Après, il peut y avoir des difficultés parce que la pose du bracelet peut être compliquée ou entraîner des lésions. On va penser aux nouveau-nés ou aux bébés prématurés. Dans ce cas-là, attention quand le patient ne porte pas son bracelet. Il faut augmenter la vigilance. Hein. Mais le bracelet n'est pas tout, il ne dispense pas de la vérification. Il faut surtout éviter de dire on connaît le patient. Oui, effectivement, quand il est là depuis 3 semaines dans le service, on est sûr que c'est monsieur machin parce que tout le monde a connu monsieur machin, sauf que il suffit qu'il y ait un intérim qui arrive et qu'ils ne connaissent pas. Et puis surtout, vos patients, ils restent pas forcément dans le service, ils vont aller promener. Et donc c'est là où vous pouvez vous retrouver avec des soucis. Donc oui, un patient porte un bracelet, voilà, c'est encore jusqu'à présent probablement la meilleure des barrières en termes d'identito-vigilance dans les établissements de santé. Dans les établissements médico-sociaux, effectivement, on fonctionne avec la photographie, clairement, sont des fonctionnements qui sont un petit peu différents. Néanmoins, quand le patient doit sortir de l'établissement, on peut peut-être conseiller la pose du bracelet, ce qui facilite les choses. Diapositive suivante. Alors, les erreurs sont parfois dues à des différences d'informations entre l'état civil, les documents d'assurance, l'identité employée. Donc, il faut bien, là, c'est un message au bureau des entrées, mais également lorsqu'on fait la première entrée dans la chambre, de bien prendre quelques minutes pour bien vérifier les données, pas s'appuyer sur le fait que l'agent à l'accueil a rentré les données, les revérifier et exercer une vérification régulière. C'est ce que je disais, hein, c'est programmer dans le plan de soins régulièrement une vérification d'identité. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire. Donc, par exemple, on pourrait, moi c'est ce que j'essaye de mettre en place dans le service où je travaille, à la première prise de poste des infirmières, on fait un tour identité avec est-ce que le patient a un bracelet, est-ce que le bracelet correspond au logiciel informatique, au dire du patient, comme dans notre service, on a quand même pas mal de patients qui sont sédatés, au moins on vérifie le bracelet d'identité et la présence au niveau informatique dans la bonne chambre du patient.
Comme je vous l'ai dit, le défaut de respect des bonnes pratiques sont des sources principales des erreurs d'identification, parfois graves, et ce qui est quand même franchement dommage, c'est qu'elles sont presque toujours évitables. Bien identifié pour bien soigner, ça doit être un vrai slogan dans tous les établissements de soins et dans tout le système de santé, un peu partout. Alors, un petit focus, parce que je vous l'avais dit que c'est vraiment probablement un de mes dadas, c'est identito-vigilance et informatique. Alors, on est dans le monde de l'informatique. C'est vrai que l'informatique, c'est du 0 ou du 1, donc ça ne peut pas se tromper. L'informatique ne peut pas se tromper. Mais les logiciels peuvent être mal conçus. L'homme qui rentre dans l'informatique peut se tromper. Donc, l'informatique ou le système informatique peut être mis en erreur. L'erreur de clic sur la liste déroulante, on pense prescrire pour Monsieur Martin et on prescrit pour Madame Dupont. On s'est trompé d'une ligne. Et on est parti dans la prescription parce que on a cliqué, on a ouvert le dossier et c'est parti. Alors heureusement, les soignants, en règle générale, sont vigilants et nous disent c'est normal que pour Monsieur Martin, tu as prescrit une pilule contraceptive ou un test de bêta-HCG. Non, bien entendu, là c'est facile. Mais quand c'est dans un même service où on utilise très souvent les mêmes médicaments, ça peut porter à conséquence. L'erreur de prescription sur un dossier ouvert, on arrive, on est pressé, on doit prescrire quelque chose, le dossier est ouvert, on a dans la tête le nom du patient et on ne fait pas attention et on prescrit directement. L'erreur de clic sur le numéro de chambre, les homonymes, ça aussi très fréquent, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête un faisceau de concordance pour être sûr de prescrire au bon patient, de faire le soin au bon patient, de faire le prélèvement au bon patient, d'où l'intérêt de vérifier la concordance des étiquettes qu'on a sorties pour un prélèvement, du bracelet d'identité et de la déclaration d'identité par le patient. Et tout ça, tout le monde le dira, au lit du patient. Donc éviter les préparations qui sont réalisées pour gagner du temps, parce qu'au final, effectivement, majorité du cas, on va gagner du temps, sauf que de temps en temps, on va s'entraîner des galères qui vont être relativement importantes, d'abord pour le patient, mais également pour les soignants. Donc, dans les messages à bien retenir pour finir ce webinaire, parce que c'est quand même un webinaire adressé aux soignants, la vérification d'identité est un acte continu de soin. On pourrait estimer qu'une fois par poste, vérifier la concordance identité donnée par le patient, bracelet d'identité posé par le patient et concordance patient, lieu de séjour et informatique, ça paraît pas si aberrant que ça quand on voit les erreurs liées à l'identito-vigilance. Pour chaque acte de soin, on ne peut que conseiller aux soignants de bien faire la concordance identité du patient, prescription d'actes de soins, bracelet d'identité. Un point de vigilance, l'informatique n'est pas plus safe que le papier. Chacun a leurs problèmes en termes d'identito-vigilance. Et toujours avoir en tête que la possibilité d'une erreur d'identité peut arriver. Ça, c'est quelque chose qui est probablement la meilleure des barrières, se dire on peut toujours avoir une erreur d'identité. Alors, dernier élément, si on trouve une erreur, qu'est-ce qu'on fait en tant que soignant? On la signale. Voilà, premier point. Mais on ne change rien pour le moment. Pourquoi? Par exemple, vous constatez que vous avez une erreur entre le logiciel d'informatique et le patient présent dans la chambre, et ça fait déjà 2 jours que ça dure, et vous venez de la constater, ou bien les soins ont débuté, et il y a déjà des choses rentrées dans le logiciel informatique. Il vaut mieux rester dans cette configuration-là et faire corriger secondairement, pour éviter d'avoir des discordances majeures en termes de prise en charge du patient.
Moi, c'est la question qu'on m'a posée, hein, une nuit où je faisais le tour et où je râlais parce qu'il n'y avait pas de bracelet d'identito-vigilance aux patients qui étaient intubés, ventilés, sédatés. Et puis là, de façon tout à fait correcte, l'infirmier vient me dire, mais je ne peux plus lui vérifier son identité, comment je fais? Je dis, ah, maintenant c'est lancé, ça fait un jour qu'il est là, donc de toute façon, dans le logiciel, tout est basé là-dessus, donc tu restes comme c'est là, on signale, ou on vérifie quand il pourra donner son identité, ou bien quand la personne de confiance viendra, pour certifier que c'est bien monsieur machin. Donc, on ne change rien sans être passé par le responsable identito-vigilance ou la CIV, et on renforce la vigilance auprès du patient. Voilà, je vous remercie. Nous sommes totalement ouverts à toutes vos questions. N'hésitez pas, on n'a pas forcément toutes les réponses parce que des fois c'est relativement complexe. Mais n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à convier vos soignants au prochain webinaire. C'est important, il faut que les soignants s'attribuent ces notions de sécurité et de qualité des soins. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça répond à votre question sur la conduite à tenir lors des transferts de patients entre établissements? Pas de questions? Moi, j'ai une remarque en fait pour répondre aux questions que j'ai vues défiler dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux en tout cas. La remarque, c'était à propos des éditeurs de logiciels. Nous, on entend beaucoup en hémovigilance dire que les logiciels ne sont pas conformes parce que c'est compliqué, il n'y a pas le nom de naissance en premier, ou alors le nom de naissance est dupliqué dans le champ du nom marital pour les gens non mariés, hein, comme Dupont-Jean et Dupont. Donc, on entend beaucoup ça. Il faut savoir que l'été dernier, il y a des financements il y a des textes réglementaires qui sont sortis et des financements qui ont été mis en place pour les éditeurs de logiciels. Donc, j'allais dire que la feuille de route du numérique en santé, c'est vraiment que tout le monde soit en conformité le 1er janvier 2022. Donc, on ne devrait même plus entendre ça. On sait que dans les établissements, vous êtes malheureux parce que vous êtes tributaire de vos éditeurs de logiciels. Mais là, je pense que là, il va falloir signaler les éditeurs qui sont récalcitrants parce que, en principe, quand on pose la question à la Direction générale de la santé, on nous répond que les éditeurs de logiciels doivent se mettre en conformité. Donc, je veux dire, 2021, c'est une année de transition. On ne pouvait pas être prêt au 1er janvier 2021, c'était trop court. Mais là, je pense qu'ils ont eu le temps et donc il faudra que tout le monde échange avec l'INS et on espère pour ne plus voir ces nombreuses petits désordres d'orthographe ou d'inversion de nom ou de choses comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Merci. Je me suis permis de répondre là à une question qui disait que dans un établissement, on demandait à ne pas éditer d'étiquettes. Je pense que les étiquettes patients, il faut les éditer au fur et à mesure pour ne pas avoir des planches d'étiquettes qui traînent un petit peu partout, qui se mélangent, et c'est à ce moment-là qu'on se trompe. Donc effectivement, il est beaucoup plus prudent de sortir des étiquettes en nombre raisonnable et suffisant pour ceux dont on a besoin au moment où on a besoin des étiquettes et non pas faire un stock d'étiquettes. D'ailleurs, ça pose un problème parce que les planches d'étiquettes, vous les mettez où? Est-ce que vous les mettez dans la chambre? À ce moment-là, il faut vérifier que les étiquettes sorties sont bien les bonnes étiquettes du patient et pas les étiquettes du voisin. Vous les mettez dans la salle de soins, comment vous les rangez? Vous les rangez en fonction des numéros de chambre avec des casiers. Il faut s'assurer que dans le bon casier, on a mis la bonne planche d'étiquette. Donc effectivement, le plus simple, c'est d'éditer des étiquettes au fur et à mesure. Le mieux, à partir de la chambre du patient, dans la chambre, en ayant vérifié
effectivement qu'on est bien sur le bon dossier pour sortir les étiquettes. Je le comprends, c'est extrêmement compliqué pour le soignant. Je suis soignant moi-même et je comprends très bien ce qu'il y a là. Maintenant, il faut quand même admettre qu'avec l'informatique, il y a beaucoup de bons qui peuvent être sortis de manière informatisée, ce qui permet quand même de réduire le nombre d'étiquettes à sortir. Et c'est, à mon avis, vers quoi doit tendre l'ensemble des établissements de santé, c'est-à-dire que les bons biologiques, les bons de radiologie doivent être ressortis à partir du dossier patient. Il ne restera là plus qu'aux soignants de s'assurer d'être effectivement sur le bon dossier patient. Moi, je voulais ajouter aussi que le référentiel national d'identité-vigilance, il a édité, voilà, il a publié des règles d'identité-vigilance qu'on nous a dit tout à l'heure. Parce qu'il y avait une question tout à l'heure qui semblait un petit peu comment faire si on n'a pas la carte d'identité ou quoi que ce soit. Sachez que de toute façon, il va y avoir des organisations internes qui vont être définies dans chaque établissement. Chaque établissement a une façon de travailler, chaque structure, les maisons médicalisées, etc. Enfin, chacun a son organisation et l'organisation va être définie en interne. Ce n'est pas forcément l'infirmière qui va faire qu'une identité va être validée. On vous a montré, il y a tout un processus. Et après, à chaque structure, de voir comment ils vont mettre en place toutes ces réglementations. Voilà, donc vous n'êtes pas seul en tant qu'infirmière ou aide-soignante à valider une identité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un usager va arriver, il va y avoir plusieurs niveaux de confiance dans l'identité donnée, dans l'identité primaire. Si on a tous les documents qu'on peut aller chercher l'INS, très rapidement, l'identité va être, entre guillemets, validée, solide, et ça va être l'identité définitive. Mais si il va manquer un élément, on va être avec un dossier ouvert, avec une identité. Ça ne va pas bloquer le fonctionnement de l'ES, mais on va être avec une identité provisoire. Cette identité provisoire, elle va faire quoi? Elle va faire que l'ensemble des données qu'on va recueillir dans l'établissement de santé vont être mis dans ce dossier. Voilà. Et on va tracer ce patient avec ce dossier-là, même si les très stricts ne sont pas forcément les bons. Mais si il faut partager les données, on ne pourra pas les partager parce que justement, cette identité ne va pas être confirmée. Donc ça va, et c'est un des problèmes de toutes les cellules d'identité-vigilance, ça va forcément créer un nombre de dossiers qu'on va dire doublons entre guillemets, où un patient va avoir peut-être plusieurs dossiers, juste parce que on n'aura pas validé cette identité. Et le fait de pouvoir valider cette identité, la confirmer, va permettre de fusionner secondairement les dossiers. C'est pour ça que j'ai dit, si jamais on constate une erreur d'identité ou bien qu'on a choisi de mauvais dossier, ce qui nous est arrivé, nous, par exemple, en anesthésie, où on a, parce que ces erreurs existent, on a déclenché une intervention sur le mauvais patient, l'intervention est en route, on a poursuivi sur ce mauvais patient qui était simplement un problème d'identité. Et ensuite, on a corrigé secondairement pour avoir une unité. Parce que si vous arrêtez, il va vous manquer une partie. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pas simple non plus de corriger l'identité en cours. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question par rapport au quiz qui a été présenté. Il y a une réponse sur laquelle je ne suis pas d'accord, donc je me demande s'il n'y a pas, enfin, ou alors je veux une explication. Sur la question Jean-René de Sainte-Colombe, il était marqué un tiret et en fait dans la réponse, on ne tient pas compte du tiret. Est-ce normal? Non, je pense pas que ce soit normal. Du coup, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on corrige. Ok, merci. Désolée du coup pour cette petite erreur. Non, mais c'est bien de le corriger Oui. dès à présent, en fait. C'est ça l'idée. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Moi, j'en ai vu une, mais je ne suis pas sûre de comprendre vraiment. C'est du CHC de Calais.
À quelle fréquence le soignant doit-il tracer dans le dossier patient la vérification d'identité faite? C'est-à-dire, est-ce que le patient il doit demander qu'une seule fois la carte d'identité ou à chaque fois qu'il... Non, je pense qu'il y a deux choses différentes. Je pense qu'une fois que le patient est rentré dans le service, la carte d'identité, on l'oublie. Oui, ça Voilà, c'est ce que je voulais on répondre. l'oublie. Mais... On peut à la limite la revalider à l'entrée, au moment où il pose le premier orteil dans sa chambre. Mais après, on l'oublie. Après, c'est parti. Une fois que le dossier informatique est créé, là, ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est dossier informatique dans la bonne chambre, patient dans la bonne chambre, patient qui déclare son identité, et tout est concordant. Et bracelet au poignet, tout est concordant. Si déjà ça, c'est checké à l'entrée, ça, ce serait pas mal. Déjà, premier point. Et deuxième point, si régulièrement... Après, c'est une histoire d'établissement, c'est une histoire de service, c'est une histoire aussi de type de patients pris en charge. Si on a des patients avec des troubles cognitifs qui changent de chambre comme de chemise, qui arrêtent, qui enlèvent leur bracelet, il faut peut-être être plus identito-vigilant. Si on fait de l'ambulatoire, c'est un peu plus simple, encore que faut faire attention quand les malades reviennent et réoccupent des box, si on tourne sur des box ambulatoires et pas des chambres dédiées. Voilà un petit peu. Après, c'est à chaque service de s'attribuer un petit peu une règle, mais je pense qu'il est logique qu'il y ait une réflexion sur comment on valide notre identito-vigilance secondaire dans notre service. Voilà. Si on prend par exemple l'exemple des deux jumeaux là, qui sont partis d'une réa néonate, quand j'ai dit, mais vous savez, c'est un événement indésirable grave. Alors les gens de réa néonate, ils ont rigolé en disant, ouais, c'est marrant, il y en a un qui est devenu une fille en arrivant, bon, on a corrigé. N'empêche que je ne sais pas quel jumeau était le bon, quel jumeau était le mauvais en termes de prénom. Alors ça jouait depuis 10 jours, il y a peut-être des jumeaux qui ont changé de prénom. On a peut-être fait la vie est un long fleuve tranquille là. On ne sait pas, mais juste sur les jumeaux, ça va. Mais ils étaient étonnés en disant oui, mais ça ne peut pas arriver chez nous. Bah si, donc voilà. Et depuis, je sais qu'ils ont fortement renforcé leur identito-vigilance. J'ai une question, jusqu'où on va sur la traçabilité de la vérification de l'acte avant un acte, vérification d'identité avant un acte, parce que l'HAS nous dit qu'il faut vérifier l'identité du patient avant chaque acte. Et donc, est-ce qu'on trace? C'est compliqué, hein, tracer, parce qu'on voit avec les checklists. Hein, les checklists au bloc, elles sont obligatoires. Hein, il n'y a plus un bloc qui ne fait pas de checklist, ça c'est sûr. Mais il y a encore plein d'événements indésirables au bloc qui ne sont pas arrêtés parce que la checklist est mal faite. Donc tracer, oui. Si c'est pour faire une croix dans une case, oui. Je pense qu'il est préférable de bien sensibiliser les soignants et de faire des audits de pratique. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Parce que là, on voit la réalité des choses et relever, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas mis à la fin, mais je pense que une traçabilité des FEI et des erreurs d'identito-vigilance avec la biologie, avec les services, tout ça, c'est relativement intéressant à avoir comme indicateur, parce que ça vous donne une idée un petit peu de la place que font les soignants en identito-vigilance, ou bien de la place qu'on leur laisse dans leur charge de travail. Ça aussi, il faut pas le perdre de vue. Non, je pense que c'est comme à l'école, il faut répéter, mais moi-même, hein, pour moi-même, je suis obligé de me le faire. Il faut répéter régulièrement, attention, l'identito-vigilance fait partie des bonnes pratiques et de votre acte de soin. Justement, avec les FEI, j'avais une question. Est-ce que quand on fait des modifications d'identité, donc lorsque la personne arrive, parce que parfois sur trajectoire, il y a des identités qui sont erronées, et on fait des modifications d'identité, est-ce qu'on doit le déclarer en FEI ou est-ce que c'est un simple indicateur qu'on suit? Bah, que vous le faites en FEI ou vous le faites en indicateur que vous suivez, c'est peut-être plus facile en FEI pour les recueillir et les tracer. Voilà, c'est tout. Ok, mais il n'y a pas d'obligation à les mettre en FEI, c'est pas un gros mot. Hein.
FEI, c'est pas un gros mot. Hein. Non, 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 non. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme on vous disait tout à l'heure, il y a un Gennady qui a été créé. Je ne sais pas s'il va s'ouvrir ou pas. Voilà. Que vous pouvez retrouver, vous l'aurez donc sur le PowerPoint, qui vous donnera un petit peu. Je ne sais pas s'il s'ouvre à l'écran, je ne pense pas. Non, on ne voit pas, non. Il faut peut-être regarder si dans un autre écran, tu ne l'as pas, Noël. Non, j'ai pas d'autre écran. Ah. J'ai qu'un écran. Attendez, je vais faire. Je vais mettre en bas. Je vais couper. Alors, je vous invite à y aller sur ce Geniali parce que c'est intuitif et puis ça permet d'aller retrouver un petit peu tout ce dont on a parlé là et dans le webinaire également administratif. Ça vous donnera un petit peu. Voilà. Donc là, ça s'ouvre par semaine. Hein, donc vous aurez donc cette semaine tout ce qui est la partie identité numérique d'un usager. La semaine prochaine, non. Oui, la semaine prochaine, je ne sais plus quand est-ce que je suis. On parlera plus de l'identité secondaire. La semaine 3, vous trouverez le processus d'identité-vigilance dans les établissements de santé, tout ce qui est mis en place, hein, la CIV, etc. Et semaine 4, oh, mais mince. Semaine 4, l'usager lui-même dans l'identité-vigilance, sa place dans l'identité-vigilance. Voilà. Et puis, donc, sur la semaine 1, vous cliquez et vous avez donc derrière l'identité-vigilance avec un petit résumé de ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Je ne vais pas tout passer. Ouais, vous voyez, vous avez dit différents. Ça reprend un peu le planning par semaine. Voilà. Et donc, si on revient à la semaine 1, vous aurez la partie identité-vigilance. Ah, je n'ai pas ouvert la bonne, excusez-moi. Je suis trompée de semaine. Donc, comme ça, vous voyez hein, que c'est par semaine. On ne peut pas aller plus vite. Hop, voilà. Et donc, on reprend l'INS sur cette première semaine, tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas tout vous passer. Je vous laisse aller découvrir sur le site. Je vous cherche, je vous ai perdu, vous êtes là. Hop. Voilà. Voilà, je pense que s'il n'y a plus de questions, il est venu le temps de conclure ce webinaire. Alors, un grand merci à Mathieu et à Isabelle et à Emmanuel également pour tous ces cas qui sont relativement bien décrits, qui permettent de faire une analyse qui est relativement poussée. Et on voit que dans les causes profondes, on retrouve le temps, la charge de travail, des interruptions de tâches, qui sont quand même des éléments qui viennent fortement perturber. Mais il n'y a pas que, hein, pas que, il y a aussi le fait que chaque soignant doit bien à chaque fois avoir en tête que l'identité est une réelle base de l'élaboration du soin. Je vous invite à faire de la pub pour nous parce que ce mois de l'identité-vigilance, je pense, il est important pour sécuriser la prise en charge des patients. Et donc, on attend nombreux les suivants au prochain webinaire du 28 septembre et du 1er octobre. Bonne fin de journée à vous et bon week-end. Merci à tous. Au revoir, merci à tous. Bon week-end, bonne fin de journée. Merci. Merci Merci. de votre présence. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.